Bonjour à toi et bienvenue dans cette série d'interviews. Je m'appelle Marie, je suis préparatrice mentale et je te propose de plonger dans l'histoire de sportifs qui ont fait face à l'adversité des blessures. Ensemble, découvrons comment ils ont transformé ces obstacles en opportunités de croissance. Leurs récits sont une source de motivation pour quiconque traverse des moments difficiles. Ici, derrière chaque blessure se cache une histoire de résilience et de détermination. Déjà, la première question, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton parcours sportif, toi? Mhm. Ouais, bien sûr, on peut commencer par là. Donc, déjà, je m'appelle Corneille. Moi, je suis un joueur de basket. Parce que j'imagine que comme tu fais des interviews, tu dois avoir pas mal de sports différents. Ouais. Moi, je suis dans le basketball, hein, pour ceux qui connaissent. Et j'ai joué à peu près une quinzaine d'années au basket. Depuis mes 13 ans jusqu'à mes... Non, professionnel pendant une quinzaine d'années. Mais j'ai joué depuis mes 13 ans jusqu'à 35 ans, 34 ans, avant d'arrêter pour de bon, donc une vingtaine d'années en fait. Et écoute, moi j'ai un parcours un peu particulier parce que déjà, je te dis que je vais commencer à 13 ans, alors que la plupart des personnes dans le basket, même dans le haut niveau en général, ont commencé généralement à 6 ans, 8 ans, 10 ans, c'est le maximum, parce qu'il y a tout un parcours, etc. Le parcours d'excellence pour repérer les joueurs de haut niveau qui fait qu'on sera accompagné dans les structures adaptées qui nous permettront d'arriver au haut niveau. Et moi, en fait, j'ai commencé plus tard parce que le basket, pour moi, c'était pas, je connaissais même pas avant mes 12 ans. Je faisais du soccer, du foot, de l'athlétisme, du judo, du tennis de table. Et puis, un beau jour, je suis tombé amoureux du basket après les JO de Barcelone 92, où les États-Unis sont arrivés et ont foutu une petite raclée à tout le monde. Et là, le basket a pris un engouement assez monstrueux. Et en fait, j'ai pas échappé. J'ai pas échappé à cet engouement. Euh, et le pire dans tout ça, en fait, c'est que, enfin, le pire. Le plus drôle dans tout ça, c'est que j'ai même pas vu les JO 92. J'ai entendu parler parce que l'engouement était tellement fort, c'est comme si en fait devant toi, tu avais un train qui passait d'un coup et tu as le choix de monter dedans ou le laisser passer. Je suis monté dedans parce que tous mes potes en ont fait, toutes les personnes populaires du collège en faisaient, etc. Donc je me suis dit, oui, il faut y aller, tous les potes sont là, j'y vais. Et puis ça m'a plu, j'ai adoré. Et donc j'ai commencé à jouer au basket là, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vais te le faire court parce que j'ai pas envie que ton interview dure 3 heures. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour rattraper tous mes copains ou tous les autres qui, eux, avaient commencé plus tôt parce que le basket, c'était leur sport on va dire, de naissance, quoi. Et après avoir travaillé beaucoup, j'ai réussi à intégrer le monde professionnel à partir de l'âge de 19 ans pour avoir mes premiers contrats en tant que joueur. Et voilà, donc j'ai joué majoritairement en France. Donc entre mes 19 ans et 30, 33 ou 34, je ne sais plus. Et j'ai joué dans beaucoup d'endroits différents, à beaucoup de niveaux différents, que ce soit de la première, de la deuxième ou de la troisième division. On appelle en France, on appelait Pro A, Pro B, National 1, National 2, etc. Toutes ces divisions-là sont des divisions professionnelles au basket, c'est-à-dire que tu peux avoir des contrats et gagner de l'argent. J'ai eu aussi la chance de jouer avec mon équipe nationale, puisque moi j'étais béninois, donc j'ai joué avec mon équipe nationale. Et voilà, sur 15 ans, avec des hauts et des bas, mais énormément d'apprentissage au cours de cette carrière, parce que déjà tu voyages, tu sais, toi tu es issu t'es issu de quelque part, j'étais d'Orléans, finalement je me retrouve à jouer à Orléans, à Poitiers, à La Rochelle, à Montpellier, à Lyon, à Avignon, tout ça en fait à Versailles grâce au basket. Et en fait, tu découvres en fait toutes ces villes, toutes ces cultures, ces régions que tu n'aurais jamais découvert si tu n'avais pas joué au basket ou si tu n'avais pas eu la chance de bouger autant. Oui. Donc voilà pour présenter très rapidement ma carrière.
Merci. Si je te dis maintenant blessure, ça Mhm. évoque quoi pour toi? Alors, je ne sais pas les réponses qu'ont pu apporter les autres, mais Tes réponses à toi. je suis de nature optimiste, dans le sens où, pour moi, tout arrive pour une raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne vais pas dire que tout est déjà écrit, mais pas loin, et tout arrive pour une raison, et que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à tout ce qu'on a traversé avant. Hmm. Et donc, pour moi, c'est un obstacle. La blessure, c'est un test. Et en effet, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté à traverser qui est là pour t'apprendre quelque chose. Hmm. Et donc, c'est comme ça que je vais te définir Ouais. la blessure de mon point de vue, euh, parce que c'est une difficulté, hein, bien sûr, on ne va pas se mentir, parce que ça te freine dans ton évolution sportive ponctuelle, c'est-à-dire du moment précis, mais peut-être que ça t'aide à grandir pour après. Ce que je veux dire par là, c'est que un petit peu à l'instar des, je sais pas, un os quand il se casse, au moment où il se resolidifie, bah, il est plus fort qu'avant. Un muscle pour qu'il grossisse, bah, en fait, il se déchire. Et après, quand il se répare, il est plus costaud qu'avant. Donc, un sportif qui se blesse, s'il en ressort, il sera plus fort qu'avant. Plus fort ne veut pas dire marquer plus de points, plus de buts, etc. Mais il sera plus fort dans son être en tant que sportif, enfin, que humain sportif. Parce qu'on n'est pas juste sportif. Et des fois, les personnes pensent qu'on est juste bon à taper dans le ballon ou juste bon à faire des prises de judo, etc. Non. On aura une vie avant, on a une vie avant, on a une vie pendant et on aura une vie après. Oui. Donc, c'est presque plus important, c'est au moins aussi important que sa carrière de sportif. Oui, tu parles plus presque de l'humain que de cette casquette de sportif, quoi. Tout à fait. Parce que quand tu te blesses, y a deux manières de le voir. C'est-à-dire de dire, ah mince, ma saison de basket, elle est fichue. Comment je vais faire pour trouver un contrat pour l'année prochaine? Même si tu as ton contrat qui court, disons, sur toute l'année, il ne te vire pas parce que tu es blessé, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais imaginons, il ne te vire pas, donc tu es chanceux et tout. Donc, comment je vais faire pour trouver un contrat pour l'année prochaine? Ça, c'est la question que va se poser le sportif. Et quand tu es jeune, généralement, c'est cette question-là que tu te poses. Mais en fait, c'est peut-être pas forcément la bonne question parce que sportif, c'est 10 ans de ta vie, enfin, trop, 10 ans de ta vie. Mais imaginons cette blessure-là, après, t'empêche de marcher pour le reste de ta vie. Tu devrais te poser la question, d'abord, est-ce que je vais pouvoir me sortir de cette blessure intacte? Est-ce que je vais pouvoir redevenir l'homme que j'étais avant? Et pas forcément quel est le contrat sportif que je vais trouver après. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Et maintenant, si tu refais un petit peu le tracé, toi, de ta carrière en tant que joueur de basket, quelle est ta pire blessure? Celle qui te vient là, comme ça, instantanément. La pire blessure. J'ai une blessure, mais je ne sais pas si c'est la pire blessure parce que j'ai toujours été blessé. Comme ça, au moins, en fait, ma carrière, donc quand j'ai commencé à 13 ans, comme j'ai dit, j'ai dû faire beaucoup de sport et d'effort. Donc entre mes 13 et mes 16 ans. Et en fait, dès cet âge-là, j'ai déjà commencé à être blessé. Donc les blessures, c'est, on peut dire, des blessures bénignes, entorse, tendinite. J'ai eu des tendinites quasiment partout, donc genoux, chevilles, etc. Et ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai appris à jouer avec la blessure. Donc, j'ai toujours été blessé. Ce qui fait que chaque année, en fait, je ne crois pas avoir fait une saison sans une blessure. Donc, pour moi, elles sont toutes aussi importantes parce que cette tendinite du genou, du ménisque, m'a empêché d'évoluer pendant 6 mois, autant que la rupture du ménisque, qui, elle, m'a empêché aussi pendant 8 mois, autant que le tendon d'Achille, la rupture du tendon d'Achille, qui, elle, m'a empêché pendant 6 mois, 7 mois aussi, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment de blessure plus importante que les autres. Peut-être celle du ménisque, parce que je devais signer un gros contrat. Et donc, j'ai pas pu le signer à Poitiers, etc. Donc, c'est vrai que celle-là, peut-être, mais elle m'a emmené vers d'autres
tu vois, d'autres aventures. J'ai pu aller découvrir La Rochelle, j'ai pu avoir un autre rôle, j'ai pu, j'ai pu évoluer vers d'autres horizons, développer mon après. Parce que ce qui est bien, c'est que dans les blessures, ben, tu commences à penser à, enfin, moi personnellement, je commence à penser à après. Et ben, utiliser ces moments-là pour y penser, c'est important parce que souvent la fin de carrière arrive plus vite que prévu. Et quand on l'a pas prévu, comme beaucoup de sportifs, on a une longue période de, on va pas dire de dépression, mais une longue période où on se cherche à savoir bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Tout ce que je sais faire, c'est taper dans une balle. Au moment Tout de ce la que je sais. blessure, tu veux dire ça? Les moments où tu as été arrêté, tu as eu cette façon de penser Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, parce que de toute manière, il n'y avait rien que tu pouvais. Tu peux te mettre à fond dans la rééducation, ça, bien sûr, mais quelque part dans le fond de ma tête, j'étais toujours en train de me dire, OK, une blessure de plus, donc qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de ma vie, en fait? Ouais. Parce que quand on est professionnel, on va dire comme quelqu'un qui, je sais pas moi, un informaticien, il travaille quelque part, il se dit pas, je travaille que pour 10 ans. Il se dit, bah, je travaille et ça va être toute ma vie. Ouais. Le sportif, si on se concentre que, enfin moi, c'était ma vision de la chose, si je me concentre à penser à ma blessure par rapport à mon contrat de demain, eh ben je pense pas au après en fait. Et le après, il se prépare bien avant. Ouais. Voilà. Donc c'est... Et justement, tu as commencé à y répondre un petit peu, mais en termes d'impact que la blessure a eu, là tu commençais à parler du fait que justement tu pouvais remettre en question qui t'étais, ce que tu allais devenir, pardon. Qu'est-ce que quel autre impact ça a pu avoir, psychologiquement, émotionnellement parlant? Émotionnellement parlant, à des moments tu te sens un petit peu seul. Ouais. C'est-à-dire que tu dois affronter cette blessure, mais personne ne peut vraiment le comprendre dans ton entourage parce que ben, ton corps, c'est ton outil de travail. C'est comme si tu disais un cycliste qui casse son vélo ou un coureur de Formule 1 qui casse sa roue, quoi. Il ne peut plus rien faire. Donc, nous, c'est ou un chirurgien à qui on ampute les mains. Tu peux plus rien faire, mais il n'y a que toi qui peux le comprendre au fond parce que tu sais, tu es le seul à savoir l'énergie que tu avais mis dans ton parcours pour arriver là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as sacrifié, qu'est-ce que tu as pour pouvoir arriver là. Et tous ces sacrifices-là, tu te dis à un moment donné, c'est en vain parce que j'y suis arrivé. Et maintenant, bim, je ne peux plus le faire. Donc, à un moment donné, tu te sens un petit peu seul. Si tu n'as rien d'autre à côté, tu peux vite traverser une dépression. Si tu n'es pas bien entouré, si tu n'as pas des gens autour de toi, tu peux vite traverser une dépression. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu as connu des passages comme ça, un peu de dépression, justement, suite à une blessure où tu parlais, des fois, tu as été arrêté 6-7 mois? J'ai eu des périodes, moi personnellement, non, je dirais pas que j'ai eu une dépression, mais je dirais que j'ai eu des périodes de frustration énorme. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très compétitif, compétiteur, et j'aime pas perdre. J'aime pas perdre. Et la blessure, pour moi, c'est comme un adversaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je le voyais comme un adversaire, tout le temps, vu comme un adversaire. Et il y a un moment où cet adversaire, il est un peu plus fort que toi, et puis des moments où tu vas être plus fort. Et le problème, c'est que quand c'est la blessure, des fois, tu n'as pas les armes pour le combattre. Donc, tu es frustré parce que tu te dis, tu vois, tu as envie de rentrer, tu as envie d'y aller, tu es sportif, tu vois, tu as envie d'y aller, mais tu peux rien faire. Des fois, c'est juste attendre parce que il faut que le tendon il se remette, il faut que le muscle il se régénère, il faut que l'os se solidifie. Et tu as l'impression de pouvoir rien faire. Donc, il y a des moments, des grosses périodes de frustration chez moi, pas de dépression. Période de frustration, je dirais, énorme, mais pas de dépression. Mais après, j'ai été aussi quand même bien entouré, que ce soit ma famille ou ma compagne, ma femme. Donc, j'ai quand même été bien entouré de manière à ce que j'ai toujours une personne à qui parler quand il y a des blessures. Après, il y a beaucoup de clubs dans lesquels j'ai eu aussi des accompagnements tels que les sophrologues,
voilà, le kiné, l'ostéopathe Ouais. qui ont toujours été de très bons conseils. Euh, D'anciens joueurs qui ont été blessés, etc. Donc ça va. Mais j'ai pas eu de dépression. Ok. Si on prend, on va se servir de ces 3 grosses blessures que tu as listées, le ménisque, le tendon d'Achille et la troisième c'était Tendinite. tendinite, ouais, tendinite, tendon d'Achille et le ménisque. Mhm. C'est celle, en tout cas, où tu as eu vraiment des arrêts assez longs dans le temps. C'est bon. Est-ce que Mhm. tu te souviens, tendinite, c'est un petit peu particulier, mais par exemple, si on prend le tendon d'Achille, quand tu as rupture Mhm. du tendon d'Achille, si Mhm. le contexte de cette rupture, c'était un entraînement, un match? Un match. Un Un match, match. ok. Un match. Fin du match. On gagne le match. On a déjà gagné 20 points. Il reste une minute, même, je sais plus, 40 points, une minute, quelque chose Ouais. comme ça. J'ai déjà fait un gros match en plus. Plus rien du tout à jouer, quoi. Mais bon, tu es dans l'euphorie et tu joues, tu défends. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'on m'a mis un coup, que quelqu'un a marché en fait sur mon Hmm. talon et que bah, suite à ça, j'ai eu une rupture. Ok. Après, je sais qu'on m'a dit que c'était souvent la sensation qu'on avait, que comme si quelqu'un nous avait mis un coup de batte, Hmm. etc. J'ai jamais voulu regarder les images. Ouais. Voilà, pour savoir si je m'étais trompé ou pas. Hmm. J'ai jamais voulu, donc je vais rester sur la version de on m'a marché sur le pied. Ok. Et justement, là, si on prend cette blessure, le moment où du coup tu sens que, comme si on te marchait sur le pied, Hmm. tu sens là qu'il se passe quelque chose qui va pas bien. Ouais. Mentalement, là, il se passe quoi, là, juste après la blessure? Voilà, c'est dur, hein. Là, mentalement, c'est... Tu Il te y a plein de souviens choses ce que qui... tu te disais? Comment? Tu te souviens ce que tu as pu te dire? Est-ce que tu étais au sol? Est-ce que tu étais encore debout en train de te tenir Non, le... j'étais au sol. J'étais au sol et au début, j'ai pas compris tout de suite que c'était le tendon d'Achille parce que ça m'était Hmm. jamais arrivé et que dans ma carrière, je n'avais pas croisé beaucoup de personnes qui avaient eu le tendon d'Achille. Le basket, c'est plus un milieu où on va avoir les ligaments croisés, Hmm. ce genre de choses, et quelques tendons d'Achille aussi, hein, mais moi, je n'avais pas croisé énormément. Donc, je connaissais pas cette sensation du mollet qui gonfle, en fait, parce que Hmm. le tendon remonte, etc. J'avais juste mal, je me suis dit, zut, je me suis fait une déchirure ou un truc comme ça, mais encore une, quoi. Je me suis dit, Hmm. mais non, pas possible, encore une, c'est pas possible. Et après, je me suis levé, quelqu'un est venu m'aider pour aller sur le banc, pour pouvoir, parce que je pouvais pas marcher dessus, et je sais pas, j'avais cette sensation je suis tout mou, quoi. Hmm. Ma jambe, mon pied, il est tout mou. Donc, j'avais à la fois pas la force et à la fois l'appréhension de marcher dessus. Donc, on est venu me donner un coup de main pour aller sur le banc. Mais je me suis dit, une de plus, quoi. Ouais. Une Et de plus. justement, quelle émotion tu mettrais derrière ça, là, derrière cette phrase, une de plus? Frustration, Ouais. frustration. Le sport, c'est encore une fois, personnellement, je ne sais pas pour les autres, j'ai l'impression que c'est l'une des seules activités où tu n'es pas maître comment dire, tu n'es pas maître de là où tu veux aller. Tu n'es pas maître à 100% de là où tu veux aller. Parce que pour ça, il y a ta tête qui a une certaine force. Tu vois, si on a une échelle, hein, à 1000, tu as une force mentale. Elle est de 1, 2, 10, 100, 1 million, enfin 1000. Et puis il y a ton corps, qui lui, pareil. Mais souvent, ils peuvent ne pas être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que dans ta tête, tu es prêt à aller beaucoup plus loin. Mais ton corps te rappelle à chaque moment qu'il y a, voilà, y a quelque chose d'autre à faire pour toi. Et donc, une grosse frustration encore parce que tu te dis, tu avais fait une grosse saison, tu allais pouvoir avoir un bon contrat derrière. Bim, ça arrive. En plus, c'était, je crois, genre 2-3 matchs avant la fin de l'année. Hein. C'était même pas genre 2-3 matchs avant la fin de l'année. Donc, au moment où tu renégocies ton contrat pour l'année prochaine, soit avec le club ou tel, soit avec un futur club. Et ça arrive là. Donc, tu sais que, entre guillemets,
c'est mort, quoi. Ouais. Ton année prochaine, elle est morte. Il y a eu d'autres émotions autres que la frustration à ce moment-là? Juste après et même là, j'ai envie de dire, les jours qui ont suivi où tu te réveilles le matin, tu as tes premiers examens, médicaux, ça y est, le verdict, il tombe. Donc à partir du moment où tu es sur le terrain, au sol et le verdict finalement où on te dit: «Bah, c'est rupture du tendon d'Achille», Mmh. quelles sont si tu devais lister, les émotions, ça serait lesquelles? Au-delà de la frustration, il y en a eu d'autres? La colère, Ouais. la frustration, c'est la plus grosse, je dirais, parce que, comme j'ai dit, avoir évolué toute ma carrière avec des blessures, Mmh. à un moment donné, tu, enfin, pas que tu t'y habitues, mais tu contrôles tes émotions Mmh. sur ces blessures. Et donc, c'est la frustration qui est la plus grosse. La colère, parce que je me dis, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça, tu vois? Pourquoi est-ce que ce match gagne de 20 points, tu avais besoin de faire ces derniers efforts? Mmh. Pourquoi? Tu ne pouvais pas faire comme tout le monde, genre laisser passer la fin du match et hop, on passe à la suite. Donc, la colère, pas mal de colère contre moi. Pourquoi tu as fait autant d'efforts d'entraînement avant? Pourquoi tu as fait cette surcharge d'entraînement sur les semaines qui ont passé, etc. Tu vois, tu te remets en question sur ta préparation, sur le fait que, personnellement, que tu es trop têtu, tu vois, t'es trop têtu. Une fois que tu t'es mis quelque chose en tête, tu y vas, et même si tu n'es pas bien accompagné, c'est-à-dire par un préparateur physique, etc., tu y vas à fond, et le résultat, au final, il est toujours le même, tu te blesses. Donc ouais, je dirais frustration, colère, désarroi, c'est-à-dire envie d'abandonner, de me dire, ouais, c'est bon, là, j'arrête. Ouais, c'est bon, j'arrête. Ça, tu m'as parlé des quelques jours, hein. C'est-à-dire que Ouais. Au moment où tu as le verdict, ça y est, on t'a dit: «Bah, c'est rupture du tendon d'Achille», c'était vraiment, voilà, de sonder un petit peu les émotions par lesquelles tu étais passé, ben, vraiment juste après la blessure. je pense même que je me suis trompé sur l'ordre quand je te dis j'arrête, non, c'est pas maintenant. Ouais. Là, c'est vraiment la colère, l'énervement, la frustration, le questionnement sur le pourquoi, en fait, pourquoi des choses. Et ensuite, je me dis très vite, c'est pas ça. C'est pas un rupture, c'est pas un tendon d'Achille. Enfin, oui, je me dis, c'est pas ça. C'est pas Ouais, ça. déni. C'est pas ça, tu vois, c'est une déchirure, c'est un truc. Et là, je vais le soir même, hein, j'y vais directement aux urgences, à la clinique, et là, on me dit, bah, c'est rupture du tendon d'Achille. Et moi, je pense pas encore une fois que j'ai pris la mesure de ce que c'est, hein. Enfin, je dis, bon, ben, on fait comment? Je demande au chirurgien, au médecin, on fait comment? Parce que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est rejouer. Et on est à la fin de l'année, il faut que je trouve mon contrat pour l'année prochaine. On fait comment? Et là, il me dit, c'est pas un truc, c'est pas bénin, quoi. C'est pas. Je dis oui, d'accord, mais on fait comment? Il dit, bon, je vous plâtre ce soir. Et on prend un rendez-vous avec le chirurgien pour déterminer l'opération. Je dis oui, très bien, très bien. Donc le lendemain, rendez-vous avec le chirurgien, et je lui dis, bon chirurgien, alors quand est-ce qu'on peut faire l'opération? Parce que j'ai besoin de rejouer là, il va y avoir... Et là pareil, il me dit, c'est pas un truc, c'est pas bénin, quoi, c'est pas... Même si on te fait, tu vas pas rejouer. Je dis, bon, alors c'est quoi les techniques pour que ça aille plus vite? Et il me donne deux techniques, soit il ouvre et il fait il recoue, quoi, grosso modo, soit il met une autre technique avec une aiguille à l'intérieur, et il rattache les talons ensemble, et on laisse ça comme ça pendant plusieurs semaines. Quand je lui dis la plus rapide et la plus costaud, il me dit, bah, c'est ouvrir et je dis, bon, ben, on choisit celle-là. On prend celle-là. Est-ce qu'on peut opérer? C'est quand? Il dit, bah, écoutez, vous avez de la chance, j'ai de la place demain. Puis voilà, parfait, on y va. Et donc, j'avais le choix entre anesthésie générale ou anesthésie locale. J'ai dit locale, comme ça je me réveillerai plus vite et on va pouvoir reprendre le sport. Et donc, je me fais opérer, et puis là, je me réveille, et puis je sens que non, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je ne peux pas bouger le pied, je peux rien faire, quoi.
pas, je peux rien faire, il y a le plâtre. Et c'est petit à petit que je commence à me rendre compte que ça va être long. Même s'il m'explique, hein. Mais tu sais, moi, on m'a toujours expliqué que ça allait être plus dur. Et moi, j'ai toujours fait en sorte que ça soit plus rapide et plus dans ma vie, dans la vie, dans le sport. Quand j'ai commencé à 13 ans, on m'a dit, ah, mais là, tu sais, tu joues en départemental, jouer en régional, ça va te prendre un peu de temps. Au bout d'un an, j'étais en régional. Ah, mais tu sais, pour jouer en championnat de France, ça va te prendre du temps. Au bout de 6 mois, j'y étais. Tu sais, maintenant que tu es arrivé là, il y en a d'autres qui veulent jouer espoir et qui vont être en pro, etc. Et à la fin de l'année, c'était moi qui étais sur le terrain. Donc je me suis toujours bâti ce tempérament de ce que les autres ils disent, je m'en fiche. C'est par rapport, c'est mes sensations qui feront la différence. Et ben, sauf que là, mes sensations, elles me le disent, elles ne me mentent pas. Hein. Elles me disent, là, ça ne bouge pas. Hein. Corneille, ça ne bouge pas. Ça va mettre du temps. Et c'est là que tu commences des fois à te poser la question, bon, comment on fait l'éducation? Allez, on y va. Et puis tu passes par des moments où là, tu te dis, ça avance pas, quoi. Tu fais des exercices, tu as l'impression que c'est des exercices de renforcement pour bébé, tu vois. Tu te dis, en quoi ça va m'aider? D'habitude, je soulève à la presse, je fais 100 et quelques kilos. Là, on me dit, il faut mettre 10 kilos, il ne faut pas mettre de poids, il faut juste monter le genou, redescendre. Je dis, mais ça... Tu vois, donc des fois, c'est décourageant. Tu te dis, bah, ça ne va jamais revenir. Ça va jamais revenir. Et est-ce que ce n'est pas le moment d'arrêter, passer à autre chose? Mais après, tu es compétitif, compétiteur. Donc, tu reviens toujours à dire, non, vas-y, on y va. Et là, tu trouves les bons moyens. Et des centres de rééducation qui te permettent de t'aider, des sophrologues, le club te met un sophrologue à disposition, donc aussi pareil, tu peux parler à quelqu'un qui va dire qu'elle en a vu d'autres, et des exemples de personnes qui sont revenues de blessures, et là tu te dis, ok, combien de temps, le minimum, 6 mois? 6 mois, j'étais revenu. 6 mois, j'étais revenu sur le terrain. Enfin, j'étais pas le même, hein, mais j'étais revenu sur le terrain. Un peu tôt, je pense, finalement, quand j'y pense avec du recul, et que je vois les joueurs, parce qu'aujourd'hui je suis entraîneur, donc quand je vois les joueurs que je suis qui ont ça, je ne sais pas si tu vois Maxime Ross, peut-être je te l'avais présenté, un joueur de basket, un grand qui joue en pro, peut-être que tu avais fait une interview avec lui, enfin je ne sais pas. Qui était en France de base et qui vit aux États-Unis maintenant. Alors maintenant il est revenu en France, il joue en pro en France, il a joué à Levallois, à Paris-Levallois, après à Roanne, Bourg-en-Bresse. Et là, en fait, il s'est fait un tendon d'Achille. Et j'imagine qu'il devait avoir la même mentalité. Hein, je reviens le plus vite possible. Sauf qu'il est revenu trop tôt, et même alors qu'il avait fait 7 mois. Hein, et il s'est répété. Donc, il est reparti pour 1 an cette fois-ci. Donc là, ça fait 1 an et demi qu'il ne joue pas parce qu'il est revenu. Donc, quand je vois en fait, tous ces exemples-là de personnes qui ont rechuté, je me dis, Corneille, en fait, t'étais un fou de vouloir revenir en 4 mois. 4 mois, je crois, je m'entraînais. Ça a été parce que nous, justement, on s'était rencontrés au CERS sur cette blessure-là, d'ailleurs. Cette blessure, oui. Donc, c'était en 2012. 2012, oui, quelque chose comme ça. Ouais, 2012. Et du coup, après, quand t'as repris, t'as joué pendant combien de temps après? J'ai rejoué 3 ans, je pense. Laisse-moi raconter ça. 2, 3, 4, 5 ans. Non, j'ai joué 4 ans. 4 ans après ça. Oui, j'ai joué 4 ans après ça, où j'ai réessayé de jouer à haut niveau. Mais je sais pas, c'était plus pareil. C'était plus pareil parce que j'avais trop pensé au après. J'avais vraiment trop pensé au après trop. Non, j'avais beaucoup pensé au après et j'avais mis des choses en place en fait pour le après. Et donc là après, quand il s'agissait de choisir entre passer du temps à t'entraîner ou passer du temps à développer pour après, mon projet professionnel après, je choisissais mon projet professionnel après. Donc je pense que ça m'a permis, c'est cette blessure-là qui m'a permis de vraiment dire faut passer à autre chose. Justement, si on reprend, du coup, on va se servir, ça va nous permettre de nous cadrer. On va rester sur cette blessure du tendon d'Achille.
Mhm. Quels sont justement les principaux défis ou obstacles que tu as rencontrés durant ta période de rééducation convalescence pour cette blessure-là? Pour cette blessure-là, j'ai eu la chance d'aller au CERF, donc Ouais, déjà, c'est un gros avantage parce que niveau rééducation, c'est pas mal quand même. Les premières, justement, les premiers obstacles, c'est de savoir où tu vas te rééduquer. ouais. Donc, C'était la oui, première finalement, parce que tu as répondu un peu avant, c'est le chirurgien. c'est le C'est chirurgien. ce moment où il te dit finalement, mais en fait, là, enfin, c'est pas petit ce que vous avez et il va falloir que vous arrêtiez de jouer. Alors que toi, tu étais dans l'optique de me faire opérer le plus rapidement possible pour retourner déjà le plus rapidement possible sur le terrain. C'est ça, Mmh. c'est ça, exactement. Ah oui, oui, moi je voyais pas ça comme une chirurgie lourde, tu vois, au début. Hein, je pensais que c'était un truc. Enfin, avant même qu'il m'annonce, je pensais que c'est un truc rapide. Donc, Mmh. ouais, le premier obstacle, c'est déjà de prendre ça en pleine face et de te dire ah, ok, ok, comment tu vas faire. Et à partir de là, c'est de trouver un chirurgien. Bon, la chance que nous on avait, c'est qu'on avait des bons chirurgiens Mmh. en réseau avec l'équipe de basket. Donc, j'ai eu un très très bon chirurgien au niveau un spécialiste du tendon d'Achille sur Paris. Donc ça, c'est une chance. Ça, je ne vais pas cacher que le club, etc., a pu m'aider, mais c'est pas le club directement, c'est les gens en fait. Mmh. Parce que le club en lui-même, c'est pas lui qui m'a présenté le chirurgien, c'est plus les gens du club Mmh. qui connaissaient et qui m'ont dit lui c'est le spécialiste, faut aller le voir. Donc ça c'est une première difficulté que peuvent avoir des gens qui se blessent, Ouais. c'est qu'ils tombent dans un club où en fait il n'y a pas d'orientation en fait. Mmh. Il n'y a rien en fait de prévu pour la Oui. blessure et ça arrive dans beaucoup de clubs. Hein. Donc t'es livré à toi-même, savoir quoi faire. Si tu Euh, me permets, juste avant de pour pas qu'on oublie ce détail-là, là, à ce moment-là, là, quand tu es face à la réalité par rapport à l'annonce du chirurgien, est-ce c'était de la frustration que tu ressentais, à ce moment-là? Hem, Qu'est-ce que tu as mis non, en place, toi, justement pour pallier à ce défi? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as mieux vécu, la situation ou en tout cas tu l'as acceptée pour du coup, te lancer dans ta rééducation, ouais, je pense qu'il y a eu une partie de déni, ouais, c'est-à-dire qu'il m'annonce ça, mais moi je fais comme l'autruche, quoi. Je sais pas, comme si on t'annonce quelque chose de très grave ouais. et tu fais l'autruche, quoi, jusqu'à ce que la maladie te rappelle. Mmh. C'était un peu ça. Je pense que j'ai fait du déni en disant non, mais t'inquiète, Corneille, toi, t'es plus fort que tout, donc ça va aller. Donc j'ai fait du déni un petit peu dans ma tête. Non, dans un mois, t'es sorti de là. Dans 2 mois, quand le plâtre, il te l'enlève, ça va. Mmh. Euh, donc ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé là, du, du déni. Et qu'est-ce que tu as mis en place? Alors peut-être que c'était pas conscientisé ou peut-être que maintenant tu le Pour conscientises, brancher mon ordinateur, j'ai l'impression de ne plus avoir de batterie. Ouais, vas-y. C'est bon. C'est bon. Du coup, je disais, qu'est-ce qui a parce que l'idée, en fait, là, c'est de, savoir comment tu as géré, ces moments, ces défis ou ces obstacles et du coup, Ouais. là, ça, c'est ton premier défi, lors de ta blessure. Tu dis, «J'étais dans le déni» et puis à un moment donné, tu as accepté ce qui était en train de t'arriver. Est-ce que tu te souviens est-ce que tu as réellement mis des choses en place pour switcher, passer de, ce déni à, cette acceptation? Est-ce que toi, tu as mis des choses en place ou consciemment ou pas consciemment, les choses se sont déroulées peut-être juste comme ça? Non, j'ai rien mis en place de spécial, c'est-à-dire que j'ai Mmh. pas mis en place un accompagnement ou quelque chose de ce genre-là. Peut-être que j'aurais dû. Euh, Comme je suis d'une nature assez, comment dire, assez à la fois optimiste, hein, Mmh. et de deux, très autodidacte. Mmh. Euh, j'ai toujours été leadership dans ma tête envers moi-même. C'est-à-dire qu'en gros, je ne vais pas dire que j'ai besoin de personne pour pouvoir avancer,
mais c'est comme ça que je m'étais bâti mon caractère fort dans ma tête. C'est-à-dire que tu es une personne autonome, indépendante, et tu peux faire ce que tu veux, quel que soit ce que disent les autres. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu rentres dans ce processus-là de fonctionnement, ben, même quand tu arrives à la blessure, en fait, tu te dis que tu vas t'en sortir par toi-même. Oui. Et donc, ben, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, bon, ben, écoute, ça y est, c'est bon, tu l'acceptes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mets un pied devant l'autre. Tu mets un pied devant l'autre, tu mets un pied devant l'autre, jusqu'à ce que cette blessure soit finie. Ok. Moi, ça s'est plutôt fait naturellement, Ouais. mais par rapport à aussi mon état d'esprit. Ouais. Mon état d'esprit. Ok. Ouais, c'est vraiment. Et est-ce que tu penses, du coup, ça c'est quelque chose qui t'a suivi tout au long de ta blessure? Tu parlais tout à l'heure aussi, un autre obstacle, c'était justement quand tu étais au centre de rééducation et qu'en fait on te disait t'as juste à lever le genou, alors Ah, que des mois avant, à la salle de muscu, ouais. bah, tu levais du poids. Là, pareil, c'était quelle émotion que tu as ressentie à ce moment-là? C'était de la frustration encore, hein? Euh, non, de l'impuissance. Ok. Plus Et de l'impuissance, je dirais. Et ça, justement, là, parce qu'à un moment donné, bah, j'imagine que pareil, tu as réussi à reprendre le dessus mentalement pour poursuivre ta rééducation, en tout cas de façon optimale. Est-ce que tu te souviens à ce moment-là, le jour où tu réalises en fait que on te demande juste de lever le genou, tu te sens impuissant? Est-ce que tu as mis des choses en place justement pour à nouveau, hop, switcher, passer à l'action, redevenir encore acteur de ta rééducation? Euh, Consciemment, j'ai pas le souvenir Oui, d'avoir mis quelque chose en place. Enfin, quelques, quelques, quelques mots que j'avais l'habitude de me dire ouais, pour me motiver quand je jouais. C'est voilà, de regarder devant le miroir et en train de te dire tu vas y arriver, ne t'inquiète pas, c'est un passage, ça va pas durer. Regarde, rappelle-toi de ce passage-là, tu l'as très bien passé, celui-là ça va être pareil, allez, let's go. ok, En fait, ok, voilà, c'était un petit peu ce phénomène de se parler à soi-même ok, que j'ai utilisé pour mais ok. inconsciemment, enfin consciemment, mais c'était pas une stratégie Ouais. que quelqu'un m'a appris ou un sophrologue Ok. ou Oui, c'est une quelque chose préparatrice mentale. que toi, tu avais mis en place et C'est qui, en quelque tout chose cas, que te moi, parlait. c'est quelque chose que je m'étais mis en place pour me motiver dans les moments où j'en avais besoin. C'est d'être deux personnes en moi, enfin, de Ok. pouvoir me parler Ouais, et de me dire, hey, vas-y, ok, rappelle-toi du petit garçon qui a commencé à 13 ans et on a dit, personne, tu vas pas y arriver. Donc ok, voilà, si tu as réussi ça, c'est le plus dur. Ce ok, qui arrive là, c'est le plus facile. ok, génial. Euh, Au-delà de ces techniques, est-ce que, là, de façon générale, si on reprend un petit peu toutes les blessures que tu as eues tout au long de ta carrière, est-ce que tu as pu bénéficier, tu as parlé tout à l'heure un petit peu de sophrologie, mais est-ce que tu as pu bénéficier d'autres techniques ou outils de préparation mentale durant ces moments de blessure? Yeah. Non, pas tellement. Ouais. Non, juste la sophrologie. Ok. Et Aussi la psychologie aussi. Parce qu'on ouais, a eu affaire à deux psychologues. Euh, mais enfin, voilà, ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique. Hein. Mais encore une fois, je voulais toujours aller plus vite que ce qu'ils me conseillaient, tu vois. Qu'est-ce qu'ils me disaient. Quand ils me disaient, prends ton temps, fais ci, fais ça comme exercice de respiration, etc. Des fois, j'en voyais pas l'utilité, mais j'aurais dû les faire quand même. ok. C'est-à-dire que si tu me demandes si je reprends une rétrospection de cette blessure, mais même Ouais. toute ma carrière, puisque comme je t'ai dit, chaque année, je me suis blessé, bah, en fait, dès la première blessure, j'aurais dû être accompagné et prendre le temps. Parce que si j'avais pris ce temps-là, peut-être que derrière, il n'y aurait pas eu un enchaînement de cascade de blessures. Et C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait justement du coup que tu te sois pas fait accompagner? Est-ce que c'était que à l'époque dans les clubs par lesquels tu es passé, c'était pas intégré dans le staff ou même s'il y avait pas quelqu'un dans le club, est-ce que le staff vous donnait des noms par exemple en disant bon ben voilà on n'a pas cette personne sur place mais je t'encourage à aller travailler avec cette personne-là?
Non, non, ça n'existait pas. À ma génération, ça n'existait pas. Déjà, tout ce qui était préparatrice mentale, enfin préparateur mental ou sophrologue, c'était inconnu au bataillon, parce que je te parle maintenant, Ouais. 1900, 1980, je sais pas moi, 95, 99, personne ne parle, en France, hein. Ouais. Dans d'autres pays européens ou aux États-Unis, oui, mais en France, personne ne parlait de ça, tu vois, c'était la jungle. C'est-à-dire que limite accepter, enfin, comment dire, te plaindre d'une blessure, c'était te mettre toi-même dans la tombe en disant que bah, tu n'y arriveras pas, en fait. Voilà, donc il fallait cacher limite les blessures au staff et tout ça. Ouais. Parce que sinon ils te mettaient de côté, parce qu'il y avait tellement de monde qui joue au basket, etc. Et le staff était tellement... Pour moi, le staff était peu qualifié aussi. Tu vois. Donc ouais, il est blessé, bon, bah, c'est parce qu'il est fragile. Ouais. Tu vois, c'était ça à l'époque. Donc les blessures, c'était plus on les cache, on joue avec, on serre les dents. Et bah, c'était mauvais. Ouais. C'était mauvais. Il y a des fois, il faut le faire. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a des fois, il faut prendre ça au sérieux. Il faut le soigner et revenir plus fort, de manière professionnelle. Pas de manière amatrice. Et aujourd'hui, du coup, bah, maintenant, la part de la préparation mentale est de plus en plus intégrée. En France, même si on a mis du temps à y venir, mais en tout cas, c'est de plus en plus intégré. Si aujourd'hui, par exemple, tu te projetais dans ce contexte, si tu étais sportif ou aujourd'hui actif, et que bah, tu traversais justement une blessure, d'après toi, qu'est-ce que un prépa mental, une préparatrice mentale pourrait t'apporter? C'est sûr que j'aimerais être suivi par préparatrice mentale, ça, 100%. Dans la blessure, mais même en dehors de la blessure. Hein. Mais là, on parle de la blessure. Pour moi, ça devrait être intégré à la formation, dans le sens où tu passes par tellement d'émotions, d'incertitudes, de doutes, etc., que sans cet accompagnement-là, en fait, tu peux très vite déjà te tromper dans ces émotions et faire les mauvais choix sur comment les affronter. Oui. Soit tu vas faire du déni, tu vas complètement les dénier, tu vas dire non, c'est pas ça que je suis en train d'éprouver, ou au contraire, tu vas faire une sur-émotion de ça, tu vas le cristalliser, ça va rester à vie dans ton parcours sportif. Donc, que ce soit dans la blessure ailleurs, j'aurais vraiment aimé être accompagné tout le temps. Dans la blessure, oui, j'aurais aimé être accompagné parce que je pense que ça m'aurait... Parce que quand toi, tu te blesses, entre guillemets, c'est ta première fois. C'est-à-dire que je me blesse, on repart en arrière, je me blesse sur le ménisque. C'est ta première fois. C'est pas genre parce que tu joues depuis 10 ans ou depuis 5 ans ou que tu es un professionnel de la blessure du ménisque, tu vois. Donc, en tant que sportif, comment tu dois y réagir? Tu sais pas forcément. Parce qu'on est tous d'accord que c'est l'expérience qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, qu'on est bon. Pour être bon dans la gestion de la blessure, il faut en avoir eu plusieurs. Donc, quand ça t'arrive au début, tu ne sais pas. Oui. Donc, tu vas le gérer un peu n'importe comment. Et donc, tes émotions vont se chevaucher les unes les autres. Et tu vas juste en choisir une pour t'en sortir, mais qui ne sera pas forcément la bonne. Donc, ordonner mes émotions, ça, je pense que ça, c'est un truc qui aurait été bien. Peut-être redistribuer mes priorités. Ça aussi, ça aurait été bien. Comme j'ai dit, tu passes par le doute, à te dire est-ce que j'arrête, je continue. Donc, redistribuer les priorités. Aussi, objet de comparaison, parce que c'est quelqu'un qui peut-être a eu plusieurs sportifs blessés de la même manière. Donc, quelqu'un qui pourra t'accompagner sur les étapes en disant ne t'inquiète pas, cette étape elle est normale, ou au contraire, tiens, là on est un peu en retard. En bref, c'est quelqu'un qui va peut-être t'accompagner sur l'évolution de ta blessure et de tes émotions au moment de la blessure. Oui. Et en rebondir derrière pour être toujours aussi performant que tu l'étais avant. Oui. Super. Il y aurait de quoi faire du coup. Il y aurait de quoi faire. Ah oui, il y aurait de quoi faire. Si, je t'assure que maintenant, avec du recul et mon expérience, la prépa mentale fait partie
de la préparation du sportif de la même manière que la prépa physique, Mm. que la technique, etc. Et que si on ne le fait pas, il manque quelque chose. Oui. Malheureusement, je sais très bien que si on veut aller au fond du sujet, c'est une question de business, c'est une question d'argent, c'est une question de tout ça, et qu'on fait des choix qui sont les choix de chacun. Mais dans un monde parfait, ça en fait partie. C'est sûr. Chaque semaine, je ne vais pas dire chaque jour, peut-être pas, mais chaque semaine, tu dois avoir ce prépa mental. Parce que tu t'entraînes, je ne sais pas moi, 10 fois dans la semaine. Dans ces 10 fois-là, il y a eu tellement de choses qui sont passées qu'une séance de prépa mentale pour 10 séances d'entraînement plus des compétitions, je pense que c'est pas de trop. Ouais. Je vais te poser une question que j'ai pas posée aux autres, mais du coup, c'est plus par ta localisation géographique et du fait que tu vives aux États-Unis. Justement, là, et c'est ce qu'on est en train de dire, qui est en train de faire émerger cette question. Il y a quand même une philosophie qui est complètement différente aux États-Unis et toi aujourd'hui tu dis la prépa mentale devrait faire partie intégrante de la vie d'un sportif, ça a tout autant sa place que la prépa physique, que travailler sur la technicité, sur la tactique. Aujourd'hui, par exemple, toi, dans ta vie aux États-Unis, quelle est la part justement du mental dans les peut-être les universités, dans les clubs Dans le monde professionnel, elle est présente à 100%. Chaque équipe professionnelle a un préparateur mental, sophrologue, psychologue. Toute cette partie-là est présente tout le temps. Que ce soit club professionnel ou université, ils ont toutes ces personnes-là pour les accompagner. C'est pas toujours obligatoire, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'y aller toutes les semaines, mais par contre c'est à disposition tout le temps où tu en as besoin. Ou alors que le coach t'impose d'y aller. D'accord. Et pour moi, ça va faire une différence. Ça va faire une différence. Ça, tu me parles des sports notamment du basket, puisque c'est ton domaine, mais est-ce que tu sais, au niveau des sports individuels, est-ce que en individuel, les sportifs ont aussi cette facilité à s'entourer Alors, cette facilité, oui, c'est aussi c'est pareil pour le sport individuel. Mais à partir d'un certain niveau. C'est-à-dire que tout ce qui est amateur, non. Mais tout ce qui va être professionnel, que ce soit tennis, athlétisme, mais en fait, c'est la différence. C'est l'une des grosses différences avec le sport en France ou en Europe. Enfin, en Europe, peut-être pas, mais en France. C'est que cette question psychologique est abordée, en fait. Elle est abordée, cette question préparation mentale, elle est abordée, cette question sophrologie, elle est abordée. Il y a un coach qui est très connu dans le basket, par exemple, je reviens au basket, qui s'appelle John Wooden. Donc, c'est l'ancien coach de l'université de UCLA. C'est la pyramide du succès. Voilà, exactement. C'est le coach le plus titré de l'université en termes de basket, mais même, je crois, dans tous les sports confondus. Et en fait, ce coach-là, il est connu pour une raison, c'est que c'est le premier coach à avoir intégré, justement, la psychologie et la sophrologie dans son programme d'entraînement annuel. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, en fait, ils disent que c'est pour ça qu'il a réussi à faire la différence et gagner autant de titres en si peu de temps par rapport à tous les autres qui essayent et des fois qui n'en gagnent jamais, tu vois, etc. Et donc, ça te montre en fait la place que peut avoir cet accompagnant psychologique et préparation mentale dans les sports universitaires qui sont, entre guillemets, le cran en dessous du monde professionnel, mais qui correspondent à notre professionnel à nous en France. Ouais, ok, d'accord. Alors, si on doit faire un parallèle, l'université, c'est plus professionnel que nos mondes professionnels, nous en France. Voilà. Ils mettent des moyens, plus de moyens d'accompagnement, surtout l'accompagnement à l'université qu'on peut nous mettre dans nos clubs professionnels. Ouais, ok, d'accord. Et si tu devais, parce que du coup, j'espère que beaucoup de sportifs vont regarder cette vidéo, si tu devais donner un conseil aux sportifs qui traversent actuellement une blessure, ça serait lequel ?
Euh, Premièrement, ne vous croyez pas invincibles et les plus forts du monde, parce que on est tous passés par là, je pense. J'ai donné mon exemple, mais je pense qu'il y en a d'autres, c'était pareil. Ne pensez pas que c'est une faiblesse que d'être accompagné par un préparateur mental. Au contraire, c'est une force. C'est comme si tu disais, j'ai le meilleur préparateur physique du monde qui me suit. Bon, bah, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Bah, c'est la même chose pour le préparateur mental, en fait. Si tu as un bon préparateur mental avec toi, en fait, c'est une force. Parce que le sportif, pour moi, 70%, c'est mental. Donc, ça veut dire que si tu as un bon préparateur mental, bah, tu as une chance de convertir ces 70% en une force plutôt qu'une faiblesse. Ouais. Et de ne compter que sur la technique et la tactique. Tu vois ce que je veux dire? Et le physique. Donc pour moi, oui, je leur dirais, non, si vous avez l'occasion, franchement, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut se faire accompagner. Ok. Et dernière question. Aujourd'hui, en regardant finalement en arrière sur ta carrière, comment tu perçois ton expérience de la blessure et quel est le point positif, s'il y en a, que tu retiens de tout ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Point positif, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est que pendant la période, bah, c'est là où je me suis posé des questions sur le après. Ouais. Et que c'est important pour un sportif de penser à son après pendant. Parce que si tu n'y penses que quand tu as terminé, bah, c'est dur. C'est dur parce que tu vas mettre des années à bien dire. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire après. Parce que ce que moi je fais, c'est pas ce que un autre joueur fait, c'est pas ce que. Voilà. Donc, il faut que tu prévois ce que toi tu vas faire après. Et souvent, c'est pendant que tu dois y penser. Et moi, pendant les blessures, bah, c'est le moment où j'ai pu y penser. Parce que le reste du temps, j'étais tellement focus à être performant que quand j'avais une heure de libre, bah, il fallait m'entraîner. Il fallait que je m'entraîne, il fallait que je visualise une vidéo, il fallait que je réfléchisse à mon match alors que je pouvais peut-être prendre du temps pour penser à après. Donc les blessures m'ont apporté ce bon côté-là, c'est de pouvoir en fait réaliser que à tout moment ça peut s'arrêter, donc faut penser à après. Ouais. Et de créer, et c'est là finalement qu'est né ce projet CBCLA. Totalement. C'est né juste après la blessure du tendon d'Achille, en fait. C'est né juste après la blessure du tendon d'Achille, où là, j'ai eu une autre opportunité, parce que je ne veux pas non plus me jeter toutes les fleurs et dire que c'est moi tout seul qui ai pensé à CBCLA que c'est arrivé, mais j'ai eu une autre opportunité, comme quand j'ai commencé le basket. Tu sais, il y a un train qui est passé, celui-là, il faut que je monte dedans, parce que je sens qu'il n'y a personne dedans, c'est bizarre, mais je sens qu'il va loin. Tu vois, et donc j'ai saisi l'opportunité parce que j'étais blessé, que j'avais du temps, pour faire autre chose que de jouer au basket. Donc, et j'avais pas de contrat, parce que justement après cette blessure-là, j'ai pas eu de contrat pendant un an. Ok. Donc j'avais du temps. Ça marche. J'en ai fini avec mes questions. Est-ce que peut-être tu as quelque chose en tête que tu aimerais nous partager et sur lequel je t'ai pas forcément posé de questions, ou est-ce que c'est ok pour toi? Alors peut-être une question plus pour toi, ou pour le métier de préparateur mental. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que tu aurais pu m'apporter si je t'avais connu à 20 ans et que je t'avais dit, écoute, tu m'accompagnes sur toute ma carrière de basket, enfin, tu m'accompagnes en tant que préparateur mental. Qu'est-ce que tu aurais pu m'apporter, selon toi, enfin, d'après toi, et le rôle du préparateur mental? Ouais. Concernant la blessure, du coup, on reste sur cette thématique on reste sur la thématique de la blessure. En fait, l'idée du coup de l'accompagnement en préparation mentale du sportif blessé, c'est déjà passer par cette étape du coup de phase d'acceptation. Le travail permet, plus tôt on accepte la blessure et plus vite on est dans l'action et on avance. Donc il y a vraiment déjà cette première étape de phase d'acceptation de la blessure.
Il y a tout ce Mhm. travail autour de la motivation parce que parfois on se blesse, bah, ça peut être, tu parlais, tout à l'heure un petit peu, d'état, dépressif où, on Mhm. va perdre sa motivation, peut-être qu'on va se laisser aller au niveau de la rééducation, peut-être qu'on va plus, se projeter sur des objectifs, sportifs. Donc il y a tout ce travail aussi autour de Mhm. la motivation qui se fait. Ouais. Il va y avoir aussi ce travail sur, le schéma corporel également. Ouais. Et l'identité aussi. Tu D'accord. parlais à un moment donné, tu dis, tu as dit, bah, pendant ma convalescence, il y a des fois, je me disais: «Tain, encore moi, encore une blessure», et du coup, tu remettais, en cause, bah, l'après. Est-ce que finalement, il faut que je poursuive ma carrière? Est-ce qu'il faut pas que je m'arrête? Et donc du coup, tout ce travail, là également. Mhm. Heu, Après, il va y avoir tout un travail, bah, d'accompagnement là, vraiment sur la phase, presque j'ai envie de dire de, hem, là, c'est vraiment on est dans la rééducation, tout ce qui va être en lien avec la gestion des émotions, la gestion du stress, comment, faciliter. Il y a un travail aussi de coopération, qui se fait avec les kinés, avec un travail d'imagerie, de guérison, du coup et tout Ah un oui, ça, c'est intéressant ça. et tout un travail aussi de projection justement sur le retour sur le terrain pour qu'en fait, beh, quand tu reviennes sur le terrain, en fait, il y ait plus d'appréhension. Quand tu reviens sur le Mhm. terrain, en fait, tu es OK pour revenir sur le terrain. Donc il y a vraiment Mhm. tout ce parcours qui peut être en fait, il peut commencer à l'étape 1 et aller jusqu'à la fin et puis, ça peut aussi se prendre, parfois, en cours, en fonction des sportifs. C'est assez malléable. En tout cas, l'idée, c'est vraiment, bah, ce travail aussi un petit peu en binôme, tu parlais de soutien, mais c'est du Mhm. coup avoir le soutien d'une personne, extérieure et puis à un moment donné, tu as dit aussi quelque chose, la blessure, tu as dit, hem, en fait, c'est mon expérience de la blessure qui va faire qu'à un moment donné, peut-être que, bah, je vais savoir par quelle étape passer. Mais tu Mhm. parlais de l'exemple du ménisque où tu dis: «Bah, c'est ma première blessure et du coup, bah, je sais pas trop comment le gérer». Bah, Oui. l'apport que pourrait avoir un préparateur mental à ce moment-là, justement, c'est un petit peu cette notion de guide. C'est en fait, Mhm. moi j'ai un protocole, moi je sais comment, les étapes par lesquelles tu vas passer et du coup, bah, on va le Mhm. faire ensemble et on va travailler justement sur cette phase d'acceptation, sur ta motivation, sur la gestion des émotions, comment, faciliter finalement, la guérison via l'imagerie mentale et comment en fait on va se projeter sur le retour, sur le terrain Retour. en intégrant aussi, ben, là, à ce moment-là, tu peux commencer à intégrer des séances de prépa mentale directement sur le terrain. Si par exemple, Ok. tu es, toi, ton Ouais. tendon d'Achille, ben, OK, je vais pas te demander de courir si tu as pas le droit de courir. Par contre, qu'est-ce qui nous empêche à un moment donné de venir se mettre en statique devant le panier et en fait de Ouais. faire un travail justement de visualisation et de travailler ton tir? Et travailler Et du la coup, gestion. tu voilà et du coup, toi, tu réintègres finalement le basket dans ton processus de rééducation et de réathlétisation. Ouais. Non, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et écoute, on peut retourner 12 ans en arrière et on refait ça. Ouais.